Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du TechScore. Aujourd'hui, nous allons parler des deux best-sellers en termes de citadine polyvalente, à savoir la i208 face à la Renault 5 e-Tech. C'est un choc de génération et vous allez voir, les résultats vont être très contrastés. Avant de commencer ce TechScore, je voulais vraiment remercier énormément de personnes, à savoir les contributeurs de la chaîne. Aujourd'hui, j'arrive à vous faire des vidéos, j'arrive à vous faire des choses plutôt sympas, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces derniers temps, je n'ai plus de coupures publicitaires pendant les vidéos. Ça, c'est grâce aux contributeurs, mais aussi grâce aux sponsors. Et aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Ovoco.fr. Faire le tour des casses n'a jamais été un exercice agréable, tout comme passer des heures à rechercher des pièces d'occasion sur les sites de sociétés de recyclage. C'est là que notre sponsor du jour entre en jeu. Ovoco.fr fait le travail pour vous. Sur le site, vous trouvez les stocks de milliers de revendeurs en pièces d'occasion. Ovoco centralise et sécurise votre achat grâce à une charte passée avec ces entreprises. Paiement sécurisé, livraison rapide et 14 jours pour renvoyer votre pièce permettent de réaliser un achat sans stress et sans perte de temps. Allez sur le site, cherchez la pièce dont vous avez besoin et en quelques secondes, vous trouvez tous les stocks disponibles chez les revendeurs partenaires d'Ovoco. Et en plus, vous pouvez comparer pour avoir le meilleur prix. Obtenez vos pièces détachées chez Ovoco avec le lien qui est en description. Achetez sans risque avec une garantie de remboursement de 14 jours. Économisez et remettez votre véhicule sur la route. Un grand merci à Ovoco de soutenir le travail du Choucroute Garage pour le financement des vidéos à venir. Et maintenant, place à votre vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le TechScore, il s'agit d'un score tech, purement tech. On ne parlera pas ici du toucher du tableau de bord ou de la sensation au volant. On va uniquement parler de la technologie qui est dans la voiture et comment elle influence la durabilité, le fonctionnement, l'usage qu'on pourra avoir et le coût. Alors, je voulais préciser une chose. Dans le premier TechScore qui est ici dans les fiches, vous avez remarqué qu'il y avait quelques erreurs au niveau du nombre de points possibles dans les tableaux. C'est vrai, je l'ai corrigé. Cette fois-ci, c'est corrigé. C'est pas, comme je l'ai dit, c'est tout à fait possible qu'il y ait des erreurs. Toutefois, la note a bien été mise en fonction du nombre de points possibles sur mes tableaux. C'est juste un problème de report entre mon tableau Excel et les illustrations que j'ai faites par la suite. Voilà, tout simplement. Le TechScore se compose de 7 catégories. Architecture de caisse pour 25 points, motorisation et train roulant pour 30 points, batterie et charge pour 45 points, basse tension et gestion thermique pour 15 points, informatique et interface pour 30 points, aide à la conduite pour 20 points et coût d'usage pour 35 points. La prévalence d'une catégorie par rapport à une autre est liée au fait qu'elle impacte plus ou moins l'usage qu'on va avoir de sa voiture, tout simplement. On a donc un total de 200 points. Eh bien, il est temps d'y aller et on va commencer par la i208. Je pars sur une version i208 GT avec le gros moteur et la grosse batterie. On est face à un véhicule qui fait 51 kWh avec une puissance de 156 chevaux. Pour ce qui est de la R5, on a une batterie de 52 kWh avec un moteur de 150 chevaux. En termes de taille, on est dans quelque chose de tout à fait équivalent et en termes de capacité aussi, du moins sur le papier, parce qu'on va voir que dans la réalité, il y a énormément de différences. Pour la caisse en blanc, la 208 est une vieille voiture, techniquement parlant. Elle réplique avec des changements mineurs l'architecture qu'on avait déjà sur la 207, voire même dans certains cas sur la 206. Donc, c'est vraiment une vieille architecture qui a été remise au goût du jour, mais surtout qui n'est pas du tout adaptée à la voiture électrique. Voilà pourquoi la 208, au niveau de sa caisse en blanc, n'aura que 2 points. De son côté, la R5 fait exactement la même chose. La plateforme utilisée est héritée des Clio, et en particulier des Clio 4. Donc Clio 4, Clio 5 aujourd'hui. On peut parler ici de Clio 6. Par contre, la caisse est complètement adaptée à la voiture électrique. On va voir que cela a une importance plus tard, mais je ne peux pas décemment donner une autre note
que le même 2 sur 5 de la 208 pour la bonne et simple raison qu'elle est construite en gros de la même manière. Les différences qu'on va rencontrer techniquement sont plus à l'extérieur de la caisse en blanc. Mais n'anticipons pas. En ce qui concerne le ratio intérieur-extérieur, toujours sur 5 points, la 208 n'aura qu'un 2 sur 5. Pourquoi? Parce que c'est une auto qui a des porte-à-faux importants et surtout, elle est plus grande que la R5 avec un espace intérieur moins grand. La R5, elle, va recevoir un 3 sur 5. Pourquoi seulement 3 sur 5? Eh bien parce qu'elle n'a pas de frunk. Parce qu'elle n'a pas une capacité de chargement à l'avant du véhicule, alors qu'avec une autre organisation de la mécanique, on aurait très bien pu le faire. Donc il y a une petite différence en ce qui concerne l'espace intérieur, mais pas tant que ça. Pour ce qui est du poids, les deux autos tutoient les 1500 kg. Donc dans les deux cas, on va leur mettre la moyenne, donc à savoir 5 sur 10. C'est plutôt la norme par rapport à tout ce qu'on peut trouver ailleurs, même si on aurait peut-être pu gagner du poids. Pour la réparabilité, par contre, les deux autos font très bien. Parce que, 1, les plateformes sont déjà utilisées dans les modèles thermiques, en tout cas pour la manière dont ça a été produit. Pour la 208, c'est même un petit avantage parce que on aura les mêmes pièces que sur une 208 hybride ou une 208 thermique. Attention toutefois, il y a quand même des choses qui sont différentes, pour la bonne et simple raison qu'une électrique ne se comporte pas du tout de la même manière qu'une thermique en cas de choc. Donc je leur donne à toutes les deux un bon 4 sur 5, puisqu'en plus, n'importe quel carrossier peut intervenir sur ces carrosseries. En ce qui concerne les moteurs, on va avoir une grande différence entre la i208 et la Renault 5. D'un côté, vous avez la Peugeot qui va utiliser un moteur pris sur l'étagère. Et surtout, on va prendre toute une architecture prise sur l'étagère. C'est-à-dire que le moteur en lui-même, ok, c'est un moteur qui est acheté, mais la logique de commande, l'inverteur et tout le reste est juste acheté comme ça, sans être adapté, et franchement, ça se ressent à la conduite. D'un autre côté, la R5 fait la part belle à un moteur, un inverteur et des convertisseurs qui sont totalement produits pour la voiture, ce qui veut dire que Renault a le contrôle de l'évolution de ses moteurs et que l'évolution se fera forcément. Alors que la Peugeot, elle, va être bloquée sur une architecture qui est établie par un fournisseur et donc qui ne peut pas le modifier sans avoir l'aval de Peugeot, et donc ça veut dire qu'il y a deux équipes techniques qui vont devoir travailler ensemble pour le faire évoluer. Et ce qui n'arrive jamais du coup. De plus, la Renault en profite pour supprimer les terres rares de son rotor. Et ça, c'est vraiment appréciable niveau écologique. La Renault a donc un bon 6 sur 10, tandis que la Peugeot passe sous la moyenne avec un 4 sur 10. En termes de suspension, les deux voitures ont un train avant McPherson. C'est normal dans ce type de voiture. Toutefois, la partie arrière est vraiment différente. Non seulement la Renault fait beaucoup mieux avec un train arrière multibras, et ça se ressent à la conduite, autant la Peugeot a une vieille technologie qu'elle utilise depuis Mathusalem, à savoir la barre Panhard. Si c'est peu impactant sur une thermique, avec un équilibre des masses très fortement centré sur l'avant, pour une électrique, c'est très préjudiciable, parce que la répartition des masses est beaucoup plus axée vers l'arrière, et donc le train arrière moins bien guidé donnera une tenue de route moins agréable. 3 sur 10 pour la Peugeot et 9 sur 10 à la Renault, qui est vraiment exceptionnelle sur ce point. En termes de freinage, les deux voitures font jeu égal. Leur technologie leur permet d'avoir un fonctionnement plutôt sympa, un freinage mordant en conduite normale et une résistance à l'échauffement plutôt pas mal. C'est appréciable vu le poids des engins. Les deux voitures ont donc un bon 6 sur 10. Ici, on touche au cœur de la grosse différence entre la i208 et la Renault 5 e-Tech. En effet, la i208 dispose de modules qui sont installés n'importe comment. Ils ont installé les modules de manière à pouvoir l'intégrer à la carrosserie, qui n'était pas prévue pour elle. Ce qui fait qu'on a des modules en large, des modules en long, des modules superposés, et donc une architecture de batterie extrêmement compliquée, avec énormément de pertes liées à la liaison entre les différents modules, aussi bien en termes électriques qu'en termes thermiques. La i208 a des variations thermiques énormes, et cela débouche sur un gros problème, à savoir une dégradation rapide
de la capacité des batteries. Chez Renault, on a une batterie plate, placée sous la voiture. Et là, on retrouve l'héritage de la Zoé, où en 45 minutes, on peut tomber une batterie sans aucun problème. La Renault bénéficie en plus du Fireman Access, qui est une sécurité supplémentaire pour les pompiers. Il suffit de placer la lance au-dessus de l'orifice prévu sous la banquette arrière, et le pompier peut éteindre ou prévenir un feu de batterie très facilement. Autrement dit, on a deux philosophies différentes. D'un côté, une vraie voiture électrique, de l'autre côté, une voiture électrifiée. C'est ce qui explique que la Renault fasse un très bon 6 sur 10, alors que la Peugeot va faire un 2 sur 10, malgré des modules qui sont d'excellente qualité. Pour ce qui est de l'intégration dans la caisse, en ce qui concerne la R5, eh bien, aucun problème, elle est prévue pour. Par contre, sur la Peugeot, la batterie empiète sur l'habitacle, parce qu'elle n'est pas uniformément répartie. Et donc, on va avoir par exemple une bosse au centre de la voiture qui normalement est destinée à faire passer le pot d'échappement, les lignes de carburant, etc. Donc la Peugeot a un mauvais 1 sur 5, tandis que la Renault va avoir un bon 3 sur 5. En ce qui concerne l'autonomie, du moins sur le papier, on arrive à des choses relativement similaires. Toutefois, la Renault a un léger avantage. N'allez pas croire pourtant que c'est très bon. En même temps, sur des voitures de cette taille-là, il est très compliqué d'avoir une autonomie importante avec une petite batterie. Donc, elles reçoivent des notes plutôt moyennes toutes les deux, à savoir un 3 sur 10 pour la Peugeot et un 4 sur 10 pour la Renault. En ce qui concerne la charge, les deux voitures sont plutôt bien pourvues avec la taille de leur batterie. La Renault comme la Peugeot peuvent charger à 100 kW. Toutefois, la Renault a un énorme avantage avec un préconditionnement de batterie qui fonctionne et qui va donner une température uniforme. Donc, en ce qui concerne l'usage, on ne verra pas trop de différence, mais en ce qui concerne la durabilité, on le verra plus tard, il y a encore une fois un twist pour la Peugeot. Vu que cette catégorie ne parle que de la charge, eh bien elles ont toutes les deux un bon 6 sur 10. En ce qui concerne la position de la prise, c'est ici la Peugeot qui prend l'avantage, parce que la position de sa prise de recharge est vraiment idéale pour les superchargeurs, mais aussi pour la recharge à domicile. Personnellement, pour la Renault, j'aurais aimé avoir une prise à l'avant-droit. Je sais que c'est pas l'avis de tout le monde. Par exemple, si on a un garage qui est très serré, eh bien, faire le tour de la voiture pour la charger, c'est problématique. En ce qui me concerne, je ferais la chose suivante si ma prise était à l'avant-droit et que j'avais un box très serré. Je rentrerais la voiture en marche arrière et placerais la prise près de la porte, ce qui fait qu'elle resterait accessible, même si elle est très près du mur. Chacun voit midi à sa porte, mais en ce qui me concerne, la Renault 5 a un 2 sur 5 et un 4 sur 5 pour la Peugeot. Parlons maintenant un peu V2X. La Renault 5 a un V2L qui permet de charger à un peu plus de 3 kW. Et elle a également le V2G, mais il faut pour cela avoir un abonnement et une borne Mobilize. Donc sur les 5 points du V2X, la Renault n'en compte que 3. Par contre, la Peugeot n'ayant rien de tout cela, elle a un bon 0 pointé. Pour ce qui est du circuit électrique, les deux voitures se valent. Presque. Encore une fois. La Peugeot et la Renault bénéficient de circuits électriques qui sont hérités du passé. Et donc de systèmes de multiplexage CAN-bus avec des modules séparés. Ce qui fait que la reprogrammation des micro-logiciels à l'intérieur est problématique par des mises à jour à distance. Du coup, 1 sur 2 à chacune. Pour ce qui est de l'intégration logicielle, eh bien, allez, je laisse un point à la Peugeot. Mais très sincèrement, il n'y a aucune intégration. On met des systèmes séparés qui n'ont aucune interaction et qui fonctionnent très mal. Du coup, la Renault, avec le système Google, forcément, elle prend l'avantage. Il est loin d'être parfait, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, ce qui fait que je lui donne un bon 3 sur 5. On pourrait encore gagner un point sans aucun problème par les mises à jour à distance. En ce qui concerne la gestion thermique, les deux voitures font appel à des pompes à chaleur. Mais ce sont des pompes à chaleur qui ne sont pas dédiées à la voiture. La pompe à chaleur de la Peugeot est juste prise sur l'étagère, tandis que la Renault bénéficie du système du Scénic ou de la Mégane. Ce qui fait que les deux systèmes sont très gourmands, et en particulier en hiver. D'ailleurs, la i208 est particulièrement problématique sous les 7 degrés, puisqu'il y a des résistances électriques qui se mettent en route en supplément de la pompe à chaleur. Ce qui fait que le système peut monter à des consommations de 9 à 10 kW. C'est énorme. Chez Renault, c'est déjà du 7, mais alors sur la Peugeot, c'est vraiment catastrophique. Petit bonus pour la Renault par contre, si vous utilisez le mode éco au niveau de la clim, vous allez limiter la puissance à 3 kW.
C'est encore beaucoup, mais c'est beaucoup mieux. Du coup, au niveau de la gestion thermique, 1 point pour la Peugeot, 2 points pour la Renault, tandis que toutes les deux ont une pompe à chaleur, donc elles obtiennent 1 point, mais parce qu'elles sont trop gourmandes. En ce qui concerne l'éclairage, les deux autos ont des systèmes full LED et les codes phares automatiques, avec allumage automatique des feux, donc égalité, 2 points partout. Le système informatique dans une voiture électrique est le cœur de fonctionnement. Et vous allez comprendre. On commence par la disposition des écrans. La i208 a un écran extrêmement mal placé et une ergonomie catastrophique. En plus, il est très peu réactif et les systèmes sont d'un autre âge. Ce qui fait que la Peugeot va avoir un 2 sur 5. La Renault est un peu mieux, avec un 3 sur 5, parce qu'il est plus simple à utiliser et surtout parce qu'il est plus accessible et plus réactif. En ce qui concerne l'intégration de l'IA, Peugeot a commencé avec ChatGPT, mais ça fonctionne plutôt mal. Alors que Renault a intégré à la fois ChatGPT, OK Google et l'assistant Renault. Donc en ce qui concerne l'IA, un bon 4 sur 5 pour la Renault, tandis que la Peugeot a un tout petit 1 sur 5. En ce qui concerne l'ergonomie, sur 10 points, je classe la Renault avec une bonne moyenne, juste un 5 sur 10. Pourquoi ? Parce qu'elle est encore trop complexe. Et là, il y a vraiment trop de commandes manuelles. C'est un peu pareil sur la Peugeot, mais c'est largement pire avec la position de conduite où les très grands et les très petits ne seront pas du tout à l'aise. Et en plus, le système est très daté avec des commandes pas toujours très pratiques. Donc un petit point pour la Peugeot seulement. En ce qui concerne les mises à jour à distance, la Renault a un gros avantage, encore une fois, avec Google. On a un système qui fonctionne très bien, aussi bien que sur une Tesla par exemple. Donc un bon 3 sur 3 à la Renault, tandis que la Peugeot a aussi des mises à jour à distance. Par contre, elles sont extrêmement compliquées et la procédure est juste intrusive. Il faut parfois jusqu'à 24 heures pour que la mise à jour se fasse et vous ne pouvez pas utiliser votre voiture. Donc il y a des moments où on peut se poser la question s'il y a vraiment des informaticiens qui ont travaillé là-dessus chez Peugeot. Il y a des mises à jour, donc je peux pas mettre 0. Je leur mets un petit point, mais bon, clairement, c'est pour leur faire plaisir, hein, sans plus. Au niveau de l'application mobile, la Renault donne pas mal d'informations, mais elle ne fonctionne pas tout le temps. Elle est vraiment très erratique, donc je mets un 2 sur 5 en dessous de la moyenne. Chez Peugeot, c'est exactement la même chose en pire. Donc je lui mets un point de moins parce que là, il n'y a carrément pas de possibilité d'effectuer certaines actions. Et en particulier, il y a une action qui existe sur la Renault, qui n'existe pas sur la Peugeot, qui est très importante pour la durabilité, c'est la limitation du niveau de charge. En effet, avec des batteries nickel, manganèse, cobalt des deux côtés, eh bien, il faut pouvoir limiter à 80% la charge de la batterie pour préserver sa durabilité. Chez Renault, c'est tout à fait possible, que ce soit sur l'application ou sur la voiture. Chez Peugeot, ça n'existe tout simplement pas. Cela explique probablement aussi en partie le problème de dégradation rapide des batteries de la Peugeot. En ce qui concerne les données personnelles, chez Renault, on a affaire à Google. Donc, pas terrible. Chez Peugeot, on ne sait pas, tout simplement. On sait que les transmissions sont codées, du moins on l'espère, pas comme chez Volkswagen, où il y a eu des données qui sont parties dans la nature juste parce qu'elles n'étaient pas protégées. Mais donc du coup, je leur donne 1 sur 2 à toutes les deux. Mais clairement, il y a du boulot à faire là-dessus. En ce qui concerne les aides à la conduite, on est sur quelque chose de plutôt équivalent. On va avoir un régulateur adaptatif, un suivi de ligne, et puis voilà, c'est des systèmes indépendants, il y aura le freinage d'urgence autonome. Bref, le système de conduite fonctionne très bien sur la Renault, même s'il est très limité, et un peu moins bien sur la Peugeot. Donc un bon 3 sur 5 pour la Renault et un 2 sur 5 pour la Peugeot. En ce qui concerne la suite matérielle, il y a des choses à dire. Et une chose en particulier, c'est la qualité des caméras. Et là, la Peugeot fait très bien. Les caméras sont de meilleure qualité, l'image est meilleure, elle est plus belle, et donc, eh bien, je peux pas le mettre en dessous de la moyenne à ce niveau-là. Donc 3 sur 10 pour la Peugeot. Chez Renault, c'est encore autre chose, parce que la caméra est de très très mauvaise qualité, en plus elle bug parfois, donc un 1 sur 5 pour la Renault. Pour ce qui est de l'anti-patinage et de l'ESP, on est à l'inverse de la situation précédente.
À savoir, là, la Peugeot est catastrophique. Même sur le sec, vous mettez pied dedans, pour peu que les roues soient légèrement tournées, vous partez tout droit. Parce qu'elle patine à qui mieux. Chez Renault, par contre, la gestion de la puissance est super bien faite, surtout en mode confort, qui permet d'avoir toute la plage de puissance, mais avec une pédale qui n'est pas trop sensible. Ceci est probablement dû au fait que Renault a lui-même conçu sa voiture, et son moteur, et sa logique de contrôle, tandis que chez Peugeot, eh ben, on a mis quelque chose qu'on a acheté et on l'a intégré sans faire de modification ou d'adaptation. En ce qui concerne l'intrusivité des systèmes, eh bien, on va être équivalent. On va avoir peu d'intrusivité, et en plus, on peut désactiver pas mal de choses. Et là, je donne un point de plus à la Renault avec son bouton qui permet de supprimer toutes les alertes intempestives d'un seul coup. Chez Peugeot, on pourra le faire, mais par le biais des menus seulement. Donc, 3 sur 5 pour la Peugeot, 4 sur 5 pour la Renault. Parlons maintenant du nerf de la guerre, à savoir de l'argent. La Renault est plutôt bien placée financièrement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que son équipement est pléthorique par rapport à la gamme de véhicules. On se retrouve avec une Renault 5 iconique qui sera à peu près au prix d'une Clio hybride, avec le même équipement. Donc c'est plutôt pas mal. Personnellement, je trouve que la valeur du véhicule par rapport à sa valeur technique est très bonne, et ce que le constructeur vous en donne, eh bien, est plutôt pas mal. Donc je lui mets un bon 7 sur 10. De son côté, la Peugeot va vous en offrir beaucoup moins pour un tarif plus élevé. En effet, vous aurez moins de durabilité, moins de facilité d'usage, moins d'adaptabilité, le tout pour un tarif plus élevé. Donc, clairement, la Peugeot est en retrait, et je lui mets un 4 sur 10. En ce qui concerne l'entretien, les deux autos sont à mettre dans le même panier. Les entretiens sont là pour financer le concessionnaire, pas pour faire en sorte que la voiture dure plus longtemps. Donc les intervalles d'entretien, les coûts d'entretien et les pièces changées, c'est juste hallucinant de voir qu'une voiture censée être écologique, eh bien, va gaspiller certaines choses comme les liquides de frein, les liquides de refroidissement, les batteries 12 volts, juste pour faire vivre des concessionnaires et un réseau afin que y ait des garages un peu partout. Donc 1 sur 5 pour les deux voitures. Au niveau des scores assurance, la R5 est un petit peu avantagée parce que ses coûts de réparation sont inférieurs à ceux de la Peugeot. Donc un 4 sur 5 à la Renault et un 3 sur 5 à la Peugeot. Pour ce qui est des coûts de pneumatiques, encore une fois, on inverse. La Renault a une dimension très spécifique et à ce jour, les pneus sont plutôt chers. De son côté, la Peugeot a un avantage puisque ses dimensions sont partagées avec plein de modèles et donc les manufacturiers en font plus. Ce qui fait que l'amortissement de l'outil de production permet de vendre des pneus moins chers. Donc un 2 sur 5 à la Renault et un 4 sur 5 à la Peugeot. Pour ce qui est du prix au kilomètre, je ne parle que de la consommation, de l'entretien, etc. Les deux voitures se valent. Et donc on va avoir un moyen 5 sur 10 pour les deux. Bien, alors, on en est à la fin de notre tech score. Et là, ça devient intéressant puisqu'il n'y a aucune catégorie où la Peugeot est au-dessus de la Renault. Aucune. Pour ce qui est de l'architecture de caisse, on est à 14 points versus 13. Donc, ça se vaut. Mais les conséquences des choix de Peugeot se voient dans les autres items. Pour la motorisation et les trains roulants, là, on voit déjà une très grosse différence. 21 points pour la Renault, 13 pour la Peugeot. L'écart devient important. En ce qui concerne la batterie et la charge, c'est là qu'on va voir vraiment une grosse différence. 24 points pour la Renault, 16 points pour la Peugeot. En effet, la Peugeot est la plus mal conçue de toutes les voitures électriques que j'ai pu voir à ce niveau-là. Pour le circuit basse tension et la gestion thermique, la Renault s'en sort plutôt bien, tandis que la Peugeot, elle, fait beaucoup moins bien. Au niveau de l'informatique et de l'interface, on est tout à fait dans une situation où on a un choc de génération. D'un côté, on a une voiture qui est vraiment conçu autour du logiciel, tandis que de l'autre côté, on a rapporté un truc qu'on a récupéré des anciennes voitures. Donc, très grosse différence à ce niveau-là, avec 18 points pour la Renault et 7 points pour la Peugeot. Pour ce qui est des aides à la conduite, c'est vraiment la gestion de puissance qui fait la différence. Donc la Renault a 13 points, tandis que la Peugeot n'en a que 9. Pour les coûts d'usage, par contre, on arrive à quelque chose de relativement équivalent. 19 points pour la Renault, 17 points pour la Peugeot. Donc là, la différence n'est pas vraiment marquée.
Et c'est logique puisqu'elles sont concurrentes. Donc les constructeurs, en fait, se regardent l'un l'autre et adaptent leur offre pour avoir quelque chose d'équivalent. Donc on arrive au score final. Et là, c'est important. On a un score final de 118 points pour la Renault, ce qui la place en première position. Tandis que la Peugeot n'a que 81 points. Elle est certes deuxième, mais elle est surtout largement sous la moyenne. On est 19 points en dessous. C'est vraiment énorme. Je vous rappelle que ici, on n'est pas face à un essai de véhicule. On est vraiment face à une évaluation de la technologie qui est utilisée pour l'usage. Et là, clairement, aujourd'hui, à tarif inférieur, la Renault 5 est largement meilleure que la 208. Enfin, parlons du classement global. Aujourd'hui, 118 points pour une citadine, c'est plutôt pas mal, mais ça reste quand même largement en retrait des cadors du marché, toutes catégories confondues. Plus de 140 points pour le Tesla Model Y, et quand même un bon 137 points pour la Xpeng G6 de la dernière fois. Donc on se rend compte d'une chose, c'est que la marge de progression, aussi bien pour Renault, mais surtout pour Peugeot, est très importante. Aujourd'hui, les axes de travail pour Peugeot, c'est clairement d'améliorer le système logiciel et d'améliorer l'architecture de caisse pour pouvoir intégrer une batterie plate. Et là, le score se resserrera forcément. Et Renault, malgré sa plutôt bonne note, a encore du boulot pour arriver au niveau des meilleurs sur le marché. Au final, avec la Renault 5, vous pourrez avoir une voiture que vous pourrez conserver longtemps et utiliser très longtemps. Pour la Peugeot, je vous conseille plutôt de passer en LOA ou en LLD afin de vous en débarrasser au bout de 3 ans, parce que les problèmes ne tarderont pas à arriver peu après. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à me dire ce que vous aimeriez comme tech score en commentaire, parce que du coup là, j'ai pas du tout prévu le prochain. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas rater les prochains tech scores. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!